Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau Time Break IA organisé par la Cité de l'IA. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Brulin, le docteur Vincent Brulin, qui est au SAMU de Lille et que je vais laisser se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Brulin, je suis médecin urgentiste, praticien hospitalier au CHU de Lille, où j'exerce sur le pôle de l'urgence avec actuellement une activité plutôt centrée sur le centre de réception et de traitement des appels d'urgence au SAMU, où je suis médecin régulateur, et sur le service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR. Ce sont les équipes qui se déplacent en dehors de l'hôpital pour prendre en charge les urgences vitales. Et au sein du pôle de l'urgence, j'ai en charge le développement de l'usage des outils e-santé et la conduite des projets numériques pour le SAMU. Donc, merci pour cette présentation. Alors, avant d'aborder notre entretien, peut-être pour ceux qui nous ont rejoints, quelques mots sur la Cité de l'IA. La Cité de l'IA est une émanation du MEDEF de Lille Métropole qui a pour vocation d'apporter aux entreprises et je dirais à la population professionnelle une vision, une visibilité sur les technologies de l'IA, en quoi cela peut les aider dans leur métier, en quoi ça peut aider à transformer leur entreprise, à la rendre plus performante, avec notre ambition ultime étant le développement de l'emploi dans la région. Nous avons aujourd'hui, ce matin par exemple, nous avions notre comité de gouvernance qui rassemble, je dirais, les entreprises les plus actives dans la cité de l'IA. Il y a également des groupes de travail qui travaillent sur l'IA et l'éthique, sur l'IA et les PME, sur l'IA et la recherche académique, et enfin sur l'IA, comment passer d'une preuve de concept à un projet industrialisé déployé à grande échelle. Ce sont quelques exemples. Et puis des accompagnements pour les entreprises dans leur réflexion. Parmi les activités de la Cité de l'IA, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les jeudis à 11h30 pour parler avec un invité autour d'une mise en œuvre pratique de l'intelligence artificielle dans un métier professionnel, dans un enjeu professionnel. Aujourd'hui, Vincent s'est présenté et je le remercie du fond du cœur d'être venu aujourd'hui. On sait que le personnel soignant a beaucoup payé pendant cette période. J'en profite pour remercier à travers Vincent tout le personnel soignant qui a accompagné, je dirais, les Hauts-de-France en particulier et gérer la population. Et donc, je vais attaquer du coup sur cet échange et peut-être de nous demander de nous décrire un petit peu comment fonctionnent les services d'urgence à l'hôpital de Lille. Alors, au CHU de Lille, le pôle de l'urgence, il est regroupé différents services, vu que c'est un hôpital assez dense. Donc, on a les urgences adultes, on a un circuit court pour la petite traumatologie et les motifs d'entrée assez bénins, on a les urgences pédiatriques pour les enfants de moins de 15 ans. Les deux salles d'accueil d'urgence vitale avec un côté médical et un côté chirurgical, qui est un véritable trauma center concernant Lille. Le SAMU, qui est donc un bâtiment indépendant de l'hôpital avec son service de régulation et de traitement des appels d'urgence, et le SMUR, qui est le service mobile d'urgence et de réanimation. Donc, en dehors de ce pôle, quelques accès très spécifiques avec des urgences spécialisées en cardiologie, en ophtalmologie et en gynécologie. Donc, ces urgences regroupent au total plus de 160 000 passages annuels au sein de ces différents services. Et pour la régulation du SAMU, c'est à peu près 500 000 dossiers de régulation médicale par an, ce qui en fait la plus grosse activité en France. Alors, je pense que quand on est dans, je dirais, un béotien comme moi, on n'a pas conscience de la volumétrie absolument considérable qu'il peut y avoir. Et du coup, il y a combien de personnes qui sont, je dirais, actives, qui travaillent au Alors, sein au des sein du services des pôle de urgences? l'urgence à Lille, au total, c'est plus d'une centaine de médecins qui ont une activité vraiment centrée sur les différents services d'urgence. Mais on fait aussi appel à d'autres spécialistes du CHU pour certaines prises en charge assez spécifiques, notamment chirurgicales aux urgences. Si je prends en compte l'ensemble des personnels qui gravitent vraiment autour des différents services, aussi bien médical, paramédical ou technique, on est à plus de 1000 personnes qui gravitent sur le pôle de l'urgence du CHU. Ah, et donc, en fait, c'est réellement une énorme organisation pour prendre en charge finalement les patients qui se présentent et puis les soigner dans les meilleures conditions. J'imagine qu'il y a une complexité d'organisation qui doit être terrible autour Ouais, de ces ça enjeux. demande une organisation assez complexe. Alors, on a un organigramme en fait assez étendu avec des responsabilités réparties en unités fonctionnelles sous la direction d'un chef de pôle, le docteur Patrick Goldstein. Et ensuite sont déclinées des sous-responsabilités avec à chaque fois des responsables hiérarchiques par profession ou par secteur d'activité.
Bon, c'est un système qui est souvent mis à rude épreuve, hein, mais qui pour l'instant tient et qui tient le coup et qui a tenu le coup pendant cette crise qu'on vient de vivre. Et ça devait être un stress test très significatif pour l'ensemble des personnels qui étaient là. Une mise à l'épreuve du fonctionnement. Et vous en êtes sorti plutôt comment à Lille par rapport aux autres Écoutez, je Français? pense qu'à Lille, il y a une gestion qui a été remarquable avec une anticipation vraiment en amont. Je pense que les décideurs ont ressenti assez vite la gravité de la situation, donc on pris des mesures suffisamment précoces pour nous permettre d'absorber un nombre conséquent de malades et qui nécessitaient des plateaux techniques assez importants. Donc je pense qu'on est plutôt bien sorti. À nouveau, bravo pour cela, et on ne peut que vous en remercier. Alors pour revenir à notre sujet du jour, qui est l'intelligence artificielle dans le domaine des urgences, donc il y a un premier paradoxe peut-être qu'on a identifié en préparant cet entretien, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie qui peut être très froide, et puis finalement la prise en charge d'un patient, son accompagnement à travers les soins qu'il va devoir considérer, à subir ou avoir, on va dire, est quelque chose d'extrêmement humain qui nécessite une très forte proximité humaine. Et comment est-ce qu'on peut en fait régler cette apparente contradiction d'utiliser des technologies type IA pour accompagner de la souffrance humaine? Justement, on pense que les technologies, finalement, pas que l'IA, mais toutes les technologies numériques sont probablement actuellement assez matures pour nous permettre justement de replacer l'humain au centre de notre métier, en nous en gagnant un peu de temps, en automatisant certainement certaines tâches qui sont répétitives ou celles où le médecin a finalement pas énormément de valeur ajoutée. Donc actuellement, les outils numériques qui sont en développement et qui vont nous concerner, nous, médecins urgentistes, et qui commencent déjà pour certains à nous servir et qui pour d'autres vont arriver dans les années qui viennent. En gros, ils sont de trois types. On a les plateformes collaboratives, on a les objets connectés et bien sûr l'aide que va apporter l'intelligence artificielle qui sera alimentée par ces deux premiers outils. Donc les plateformes qui arrivent, c'est des écosystèmes numériques qui vont s'appuyer sur des référentiels nationaux hein, d'interopérabilité, de sécurité et bien sûr d'éthique. Et en région, cette plateforme, elle s'appelle Predis. Hein, ses premiers usages ont débuté et ces plateformes proposent deux types de services. Hein. Il y a des services qu'on appelle asynchrones. Alors, c'est le partage d'informations entre professionnels de santé. Hein. Ça donne accès à des outils collaboratifs entre l'hôpital, le terrain, la ville. Et elle possédera aussi un portail patient où tout à chacun pourra se connecter pour avoir des informations sur son suivi, des outils de préadmission, des prises de rendez-vous, des informations ciblées en santé. Le deuxième type de service que va proposer ces plateformes, c'est des services synchrones, tels la transmission d'images, un vêtement qui va nous permettre de faire des actes de téléexpertise ou encore de télésurveillance et qui en fait chez nous, en région Hauts-de-France, une des plateformes de télémédecine régionale. Le deuxième outil qui va nous apporter beaucoup de choses en médecine d'urgence, c'est l'Internet des objets, hein, l'IoT. Alors, c'est des objets physiques hein, connectés à Internet qui vont détecter et transmettre des données. Alors, moi, j'aime bien utiliser l'analogie quand je parle des objets connectés avec l'extraction des diamants dans les mines. Hein, donc, pour schématiser les cinq parties de l'objet connecté, donc on a le capteur. Donc, il existe plein de capteurs hein, utiles en médecine, hein, de la glycémie, de la fréquence cardiaque, de l'oxymétrie, tout, enfin, il y en a divers et variés. Donc ça, en gros, c'est la pioche, quoi. Hein. Le réseau, c'est la connectivité entre le capteur et l'hôpital. Donc c'est les rails sur lesquels vont rouler les wagons remplis de minerais. La donnée, c'est le minerai. L'information qu'on va en retirer, ben, c'est le diamant qu'on a taillé. Et finalement, l'application d'exploitation, ben, c'est le bijou, sur le diamant porté sur une bague, par exemple. Et c'est vraiment ces applications d'exploitation qui vont nous permettre la surveillance ou même la prise de décision via les interfaces homme-machine et grâce à des données qui seront mises sous forme de tableaux, de graphiques, de rapports ou autre chose. Et en fait, ces données, c'est vraiment notre diamant à l'état brut. Et pour qu'elles créent de la valeur, il va falloir les stocker, les archiver, les structurer pour vraiment gagner en performance d'exploitation. Et c'est là qu'arrive donc la troisième composante qui est l'intelligence artificielle ou les techniques d'apprentissage automatisé vont permettre l'analyse de ces données issues des plateformes, des dossiers médicaux, de l'IoT, afin d'en déduire des tendances. Et ces algorithmes en fait, du machine learning vont apprendre et prédire des modèles à partir donc, de nos bases de données
Et la règle, en fait, on va plus définir de règles précises qui vont donner lieu vraiment à des certitudes, mais on va apprendre par l'expérimentation pour établir des nouvelles corrélations. Et donc, plus on aura d'informations et plus on aura de données, plus on aura de corrélations et plus on détectera de nouveaux modèles. Et c'est vraiment tous les scénarios passés qui vont donner des hypothèses futures. D'accord, donc ce qu'on retient, c'est qu'en gros, il y a un mouvement assez général dans l'ensemble des services de santé pour agglomérer de la donnée. L'image de la mine est effectivement très parlante pour aller en fil de diamant qui va avoir une énorme valeur pour le patient et pour le personnel soignant. Et du coup, est-ce qu'on pourrait un petit peu rentrer dans des cas d'usage pour illustrer ces différentes technologies et ce qu'elles peuvent apporter pour les patients? Ouais, alors pour développer des projets autour du numérique à l'hôpital, il faut surtout être bien accompagné. Parce que quand j'ai fait des études de médecine, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Donc pour les projets qui font appel au machine learning, on a la chance, nous, au CHU, d'avoir une équipe notamment pilotée par les docteurs Fischer et Sobansky qui ont monté le projet Include d'entrepôt de données. Donc cette équipe, elle est constituée de médecins, 2 data scientists issus de l'École nationale de la statistique et de l'administration, donc des gens brillants, et d'ingénieurs du big data. Et c'est vraiment des équipes multidisciplinaires qui permettent d'établir des plans expérimentaux et de conduire des projets. Et on a, d'un point de vue plus général aussi au CHU, pour les projets numériques, il existe une cellule santé connectée au sein du CHU pour accompagner les projets qui pourraient émerger de personnel de l'hôpital ou professionnels médicaux et pouvoir les accompagner dans la mise en route de ces projets. Excellent. Donc, le CHU de Lille, c'est vraiment structuré pour pouvoir accompagner des projets de cette nature-là de manière régulière. Et donc, les sujets sur lesquels vous avez le plus avancé là, ces dernières années ou ces derniers mois, on pourrait citer quoi, par exemple? Au SAMU, en ce moment, on a un projet d'exploitation de données issues des appels d'urgence pour peut-être détecter une gravité d'un appel de façon plus précoce et éventuellement le prioriser par rapport à un autre ou donner de l'aide à la décision médicale au médecin régulateur qui entendra cet appel d'urgence. Donc, on a extrait voilà, une dizaine d'années d'appels qu'on est en train de colliger et d'analyser. Il y a un autre projet d'exploitation de données massives issues des enregistrements électrocardiographiques qu'on fait à nos patients hospitalisés. Donc pour, en les corrélant avec d'autres facteurs, essayer de détecter des probabilités de survenue d'événements à partir de ces électrocardiogrammes. En fait, un médecin, ça travaille avec des algorithmes en permanence. Dans notre tête, c'est des arbres de décision, on calcule des scores pour orienter vers différents examens, prendre des décisions et on utilise des probabilités. Donc, ces algorithmes, en fait, ils vont nous permettre de consolider ou de renforcer nos décisions, peut-être de nous apporter presque des certitudes. Donc, quelque part, ça vient assister le médecin dans les tâches qu'il fait avec la connaissance qu'il est capable d'apporter avec lui dans son cerveau à l'instant T. Mais il y a aussi une quantité massive de données auxquelles il n'a pas forcément la capacité de mémoire pour pouvoir accéder C'est et ça. que l'IA vient renforcer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que le métier du médecin va changer. Quel est le regard finalement du médecin sur l'arrivée de ces technologies qui viennent un petit peu participer au diagnostic et peut-être lui prendre une partie de son travail? Alors, pas d'inquiétude, les médecins, ils sont pas prêts d'être remplacés par des machines. Je pense que le temps médical, il sera utilisé autrement et probablement de façon beaucoup plus satisfaisante et pour le médecin et pour les patients. Je vais prendre l'exemple du radiologue. Certains s'imaginent un peu vite le remplacement de tous les radiologues par des super machines. Bon, c'est complètement absurde. Leur métier ne se résume pas à lire une image. En revanche, qu'une IA attire l'attention d'un praticien sur une image à voir en priorité, car peut signaler une pathologie urgente ou grave, ça a du sens. Un scanner, en 4 secondes, est capable de produire 1600 images. Donc, l'IA sera le copilote du radiologue. Il va lui permettre de gagner du temps et de l'efficacité, développer de nouvelles compétences, par exemple en imagerie interventionnelle, en lui faisant gagner du temps. Mais laisser la machine poser un diagnostic ou décider d'un traitement, c'est complètement inconcevable. D'autre part, l'algorithme, il apprend que ce qu'on lui montre. C'est de l'apprentissage supervisé en imagerie, donc il faut qu'il soit bien entraîné. Et il est entraîné par ces mêmes radiologues. Ils doivent avoir les compétences pour annoter énormément d'images. Donc je pense que voilà, on a encore de beaux jours devant nous avant d'être remplacé par la machine. Et puis, comme on dit traditionnellement, la machine, elle est capable d'interpréter des situations qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Par contre, c'est quelque chose de totalement nouveau. Elle n'est pas forcément la mieux placée, et notamment dans des situations complètement inédites. En fait, elle n'est pas forcément capable
je dirais, de faire un diagnostic là où l'humain peut garder une part de créativité et d'intelligence que la machine n'a pas. Oui, c'est vrai, mais avec l'exploitation des données massives, on pourrait aussi parfois trouver des corrélations auxquelles l'humain n'aurait finalement pas pensé, puisqu'elles arrivent à faire des analyses très très étendues sur vraiment des données multivariées. Donc on aura peut-être des surprises sur de l'analyse de données massives. Donc tout ça, c'est des sujets qui vont arriver dans l'hôpital. En même temps, on sait que les technologies d'IA, elles se développent à très très grande vitesse. Dans la mise en œuvre concrète dans l'hôpital et auprès des médecins, on en est où aujourd'hui sur des choses qui sont aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Alors, d'un point de vue national, alors dans la vie de tous les jours du citoyen, je pense qu'on n'a pas encore énormément de choses qui sont visibles. Là, d'un point de vue national, bon, avec la création du Health Data Hub, c'est la plateforme vraiment nationale d'exploitation de données de santé, c'est en cours depuis 2019. En région, donc, à une autre création d'entrepôts de données de santé structurées. Donc tout ceci, c'est vraiment pour favoriser l'utilisation et multiplier les possibilités d'exploitation des données de santé. Donc les actions en cours, c'est notamment organiser la collecte de ces données, améliorer la qualité de la donnée, vraiment la structurer, l'uniformiser pour qu'on puisse parler tous de la même chose. Par exemple, qu'on puisse tous parler d'une glycémie, quand on lit une glycémie dans un compte-rendu de laboratoire, qu'elle s'appelle GLI, qu'elle s'appelle G, qu'elle s'appelle glycémie en entier. Ben voilà, il faut uniformiser tout ça pour que les données soient bien structurées pour remplir nos entrepôts avec des choses qui sont exploitables. On produit énormément de données, on produit de l'imagerie, on produit de la biologie, on produit du codage diagnostique, des traitements, des enregistrements biomédicaux, des données de laboratoire. Donc, on est en train vraiment de connecter tout ça et d'un point de vue national, connecter les différentes bases de données telles que les codages diagnostiques PMSI des hôpitaux, les causes médicales de décès, les données de l'assurance maladie, tout ça, c'est en train d'être chaîné dans le cadre du système national de données de santé. Donc vraiment, on est au début, ça commence à avancer, mais voilà, tout ça, ça se construit. Donc, on est en gros sur une phase de construction du socle de données qui va permettre de développer massivement ce type de cas d'usage. On avait parlé, quand on a préparé cet échange, d'un cas autour des AVC. Oui. C'est un exemple très intéressant. Oui, autour des AVC, bon, on peut imaginer deux types de choses qui vont arriver autour des AVC. Dans le numérique, il y a par exemple les actes de téléexpertise que permettront ces plateformes. On pourra, si c'est pertinent, dans la prise en charge de l'AVC, mettre en route une telle expertise dès la prise en charge à domicile par les secouristes du patient. On peut aisément imaginer l'intérêt d'une vidéoconférence entre les secouristes à domicile, moi médecin régulateur au SAMU et le neurologue qui est à l'hôpital, pour imaginer peut-être plus en amont de la prise en charge, décider d'un geste hautement spécialisé qu'on appelle la thrombectomie, qui a lieu que dans certains hôpitaux, pour pouvoir envoyer ce patient de façon précoce vers le bon médecin au bon endroit. Toujours dans l'AVC, l'analyse des données massives des patients victimes d'AVC croisées avec des données cliniques, biologiques ou environnementales permettra sûrement de trouver des corrélations et d'exploiter des nouvelles pistes de prévention notamment. Et d'ailleurs, il y a un des 10 projets retenus dans le cadre du Health Data Hub, qui est le projet OSCOUR, qui est mené par l'équipe de Rennes. Et c'est un projet qui consiste à analyser les données donc, de 140 millions de passages aux urgences sur 15 ans croisés donc, avec les données des patients victimes d'AVC. 140 millions de passages sur 15 ans, je répète ce chiffre parce qu'on n'a pas forcément conscience de la quantité de passages. Effectivement, ça fait une masse de données qui est absolument considérable et j'imagine bien que les data scientists, ils ont de quoi s'occuper avec tout ça. Et donc là, c'était un exemple qui était à Rennes. Peut-être là, on est dans les Hauts-de-France, la CLIA, c'est une initiative locale, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets qui sont développés en ce moment dans les régions? Alors en ce moment, au SAMU, donc je vous ai parlé du projet autour des appels d'urgence. On a également entièrement dématérialisé le dossier patient préhospitalier, d'ailleurs avec une start-up locale qui s'appelle Bidon, qui est en métropole. Donc ce dossier préhospitalier, c'est le dossier qu'on utilise dans les SMUR pour les secours à personnes à l'extérieur de l'hôpital. Il va être déployé dans le département. Là, on commence en juin, on va terminer en fin d'année pour l'ensemble du département du Nord. Donc, on a maintenant un dossier préhospitalier qui est structuré pour pouvoir, le cas échéant, alimenter des bases de données. Aux urgences, je vous avais parlé donc des électrocardiogrammes. On a aussi des travaux en cours sur des outils prédictifs de flux aux urgences. Le flux, vraiment, c'est la clé d'un service d'urgence qui fonctionne correctement. Donc, l'objectif étant de prédire le type de malade, le type de pathologie qui pourrait survenir en nombre à une période donnée.
Si c'est fait suffisamment précocement, on pourrait anticiper le nombre de lits d'aval, le nombre de lits d'hospitalisation, la quantité d'hospitalisation nécessaire, voire même anticiper la ressource humaine nécessaire à gérer cet afflux de patients. D'accord, donc là, on est vraiment. Pardon, là, c'est pas de la science-fiction, on y est bientôt. Et après, on a aussi des projets en cours avec un partenaire fort qui aura santé, notamment sur des possibilités d'alerting synchrone que pourraient proposer certains dispositifs médicaux en cas d'urgence vitale. Mais ça, on est aux prémices de ça. D'accord. Ça, on pourrait même envisager, pourquoi pas, de savoir de quelle ville ou de quel village va venir le patient et pourquoi pas utiliser Minority Report et pouvoir détecter quel enfant va tomber de vélo à quel moment pour pouvoir intercepter. Mais là, on est dans la science-fiction. Là, on est dans la science-fiction. Mais du coup, ça me fait venir une question qui est importante, je pense, pour tout le monde en tête, c'est que quand on touche à la donnée médicale, on rentre un peu dans le domaine finalement de la vie privée, de l'information qui doit être préservée de manière extrêmement forte. Et il y a cette notion de confidentialité des données du patient qui est, je pense, au cœur un peu de vos préoccupations, mais aussi de celles des personnes qui nous écoutent. Donc, comment vous appréhendez ces sujets-là concrètement dans vos travaux, la confidentialité et la données? Ouais, alors, bon, l'accès aux données médicales est extrêmement réglementé et surtout hautement sécurisé. Hein. Donc, les médecins sont extrêmement vigilants au respect des libertés individuelles et à la réglementation qui est d'ailleurs très très rigide en termes de consentement éclairé des patients, d'utilisation de la donnée, d'anonymisation de certaines données dans des études d'IA. Il existe des comités d'éthique pluridisciplinaires où siègent les représentants d'associations de patients. Donc, ces comités sont très vigilants dans le cadre de ces projets. Et au point de vue national, il y a aussi un comité d'éthique sur le numérique qui se penche sur ces projets actuellement. Donc, voilà, je pense qu'en France, on a quand même un système très régalien et où on légifère de façon assez importante. Donc, je pense qu'on peut être vraiment rassuré sur l'exploitation et la sécurité qui gravite autour de ces données. Après, il faut voir que les évolutions numériques auront des bénéfices très, très importants pour le patient, hein, à la fois en amont et en aval de son parcours hospitalier, par exemple. Hein. On peut imaginer en amont, par exemple, d'un examen tout bête que pourrait faire un patient comme une coloscopie à l'hôpital, qu'il soit accompagné la veille pour sa préparation à l'examen avec des serious games, des chatbots, dès qu'il se pose une question, avoir quelque chose d'un peu automatisé qui pourrait lui répondre et l'accompagner. Et en aval de son examen, en retour à domicile, au lieu de rester 24 heures à l'hôpital, peut-être avoir une surveillance un peu moins rapprochée, mais à son domicile par des objets connectés ou encore une fois un chatbot qui peut de temps en temps poser des questions pertinentes et, le cas échéant, réorienter le patient vers un professionnel, soit par téléphone, soit physiquement, parce qu'on aura détecté une aggravation ou quelque chose d'un peu embêtant qu'il faudra explorer. D'accord. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que le bénéfice pour le patient, il est quand même très important par rapport à l'avancée de toutes ces technologies-là. On a parlé aussi du bénéfice pour le médecin tout à l'heure. Et puis, peut-être qu'on peut rajouter également, c'est que la réglementation européenne, elle est quand même extrêmement exigeante autour de ce qu'on appelle la RGPD, qui est plus qu'une vue de l'esprit, hein, qui est réellement extrêmement contraignante et appliquée dans les organisations. Effectivement, et puis il ne faut pas oublier, je crois aussi, hein, que les médecins sont quand même à la manœuvre et qui sont, comme nous tous, des citoyens et qui sont également, je pense, engagés dans le respect des libertés individuelles. En tout cas, c'est ce que je suppose. Ah, tout à fait, oui, dans notre serment d'Hippocrate, on dit quand même des choses qui sont importantes et le patient reste quand même au cœur du système. Et bon, il n'est pas question de faire prendre des risques ou d'entacher la liberté individuelle des citoyens. Et on a vraiment des comités d'éthique pluridisciplinaires où siègent toujours des médecins et qui sont vraiment très vigilants sur le respect de ces libertés individuelles. Ouais. Alors, ce que je vais proposer à nos auditeurs, là, vous avez un espace pour poser des questions. N'hésitez pas à passer pour poser des questions au docteur Vincent Brunin, que je vais relayer ici. Donc, c'est sur la droite, normalement, de votre navigateur. Vous pouvez saisir des questions. Et pendant que vous tapez vos questions, j'ai une question supplémentaire que j'avais envie de poser. C'est que, donc là, on a fait un état un petit peu des travaux qui sont en cours sur la mise en place d'entrepôts de données, de quelques usages qui commencent à se déployer dans l'imagerie médicale. Mais quelles sont les prochaines avancées de l'intelligence artificielle pour la médecine que nous, en tant que patients, on va voir arriver dans les mois ou les années à venir?
Bon, nous, à court terme, je pense pour l'hôpital, pour les urgences, on aura des outils de prédiction de flux qui vont s'affiner et vraiment devenir pertinents. Hein, donc ça va arriver vite. L'avènement de la télémédecine, y compris en situation d'urgence, hein, on en parlait ensemble. C'est-à-dire en situation d'urgence, et vous appelez le SAMU parce que vous avez une blessure ou vous avez un problème, par exemple respiratoire. On trouve pertinent de pouvoir se mettre en vidéoconférence avec le patient et on va établir un diagnostic mieux consolidé et plus pertinent grâce à l'image. Donc, on est déjà capable de le faire, on est en train d'affiner un peu les indications. Et à moyen terme, je pense que le développement des dispositifs médicaux connectés, notamment dans le cas du télésuivi de certaines maladies chroniques, ça peut aller très vite et ça va arriver. D'accord. Alors, je vois pas de questions qui sont apparues, donc je vais me tourner vers Yolène et Hélène qui travaillent avec la Cité de l'IA, qui ont écouté cet échange et qui ont peut-être quelques questions à partager avec nous. Ah, je pense que on les a perdus. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai appris énormément de choses pour ce qui le concerne. Je ne pensais pas que en fait, la structuration de la donnée était aussi avancée dans le monde médical. Et on sait par expérience que c'est vraiment le piédestal sur lequel on peut construire des systèmes d'information intelligents qui vont apporter beaucoup de bénéfices pour les patients. Alors, on arrive à la fin de notre échange. On a une question manuelle. Oui, Hélène. Il y a une question qui est arrivée. On t'entend pas très bien, mais je t'invite à peut-être. On a une question qui est arrivée. Ah, je ne la vois pas. Alors, c'est Vincent qui demande, est-ce que l'IA pourrait nous aider dans un futur Covid? Je pense qu'on en sort un peu plus là. On a ressorti pas mal de données sur tout ça. Bah oui, il y a alors c'est cette application qui a été faite. Alors oui, il y a un algorithme quand même qui tourne derrière. Donc si elle est efficace, ça va nous aider hein, parce qu'on est sur du dépistage de les clusters. Donc oui, ça nous aide déjà parce qu'on est là sur la prévention de nouveaux départs de cette pandémie, en tout cas de détection de nouveaux clusters. Et à terme, oui, si on regarde les données qu'auront produit ce type de malade, si on a suffisamment de données massives, on pourra peut-être détecter des corrélations, notamment avec des pathologies associées, des gravités ou des choses comme ça. Oui, elle va nous aider. Oui. D'accord. Donc, ce que je peux peut-être rajouter, TwoSense également, pour avoir travaillé sur la prévision de la propagation de l'épidémie, le fait d'avoir eu une première vague, si jamais il devait y avoir une deuxième vague, permettrait d'être plus fin et plus précis dans la capacité à prévoir l'évolution de la maladie avec une deuxième vague, sur la propagation dans le territoire. On a encore le temps pour une question. Ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Tout à fait. Donc, on a Noël qui nous dit quelles seraient les nouvelles compétences requises ou les nouveaux métiers qui émergent suite à l'usage de l'IA. Donc, j'imagine propre à la médecine. Alors, je suis pas certain que ce soit des compétences, mais en tout cas, on s'est entouré de gens avec qui on n'avait pas trop l'habitude de travailler, parce que le monde médical était quand même assez fermé. Et là, de plus en plus, les portes s'ouvrent et on travaille énormément avec des industriels, des éditeurs de logiciels, des data scientists, des ingénieurs en big data. Voilà, c'est des gens avec lesquels on n'avait pas du tout l'habitude de bosser avant. Et ça fait là 4-5 ans que ces professionnels sont rentrés dans le monde hospitalier et on fait vraiment des équipes vraiment pluridisciplinaires pour avoir quelqu'un qui est au cœur du métier, qui est le médecin qui a ses besoins métiers qui l'exprime, et tous ces professionnels qui vont pouvoir monter les projets avec nous pour avancer. Donc, je suis pas certain que ce soit des nouvelles compétences, mais en tout cas, c'est des nouvelles équipes plus dispatchées. Je dirais, si on fait un tour un peu d'horizon général au-delà du sujet de la santé, la double compétence dans un métier et dans la donnée et l'intelligence artificielle est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement utile et recherché dans les différents domaines de l'activité. Est-ce que peut-être il y a encore quelques questions? D'autres questions à nous proposer? Non, pas pour le moment. Ok, très bien. Eh bien, on arrive au terme de cet échange. Je remercie à nouveau pour avoir participé et exprimé un peu là où on en était au niveau des urgences. Je pense que c'était un sujet qui m'a passionné aujourd'hui.
Peut-être pour nos auditeurs, juste leur rappeler que la Cité de l'IA est ouverte évidemment à toutes les entreprises, que vous pouvez y trouver de l'accompagnement, du conseil, de la connaissance, de la participation à des groupes de travail pour développer vos propres thèmes au sein de votre organisation. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Yolène, est-ce que tu as une dernière remarque avant que nous puissions clôturer cet échange? Non, un grand merci à toi Manuel pour l'animation toujours pertinente. Un grand merci à Vincent parce que l'échange était vraiment passionnant et vous pouvez retrouver tous les replays et toute l'actu de la Cité de l'IA sur notre site internet www.iahdf.org et en suivant notre page LinkedIn, la Cité de l'IA. Voilà, merci à tous. Merci Yolène, merci beaucoup Vincent. À Merci. bientôt à tout le monde. Au revoir. À bientôt.